Le principe, c'était le qui fait quoi, mais ça n'intégrait pas l'option Charlotte, en fait. C'est-à-dire que dès qu'il y a un truc qui pouvait me revenir, j'ai dit, ok, bah du coup, comment on va faire pour que ce soit pas moi qui le fasse? Je me suis mis au sport de combat il y a 1 an et demi. Et quand tu prends ton premier KO au sport de combat, tu te dis waouh, il peut vite m'arriver des séquelles. Et je me suis dit, attends, si demain tu fais un AVC ou tu fais un gros KO, il faut que tout soit écrit. Je pense que oui, il y a le système macro qu'on met en place dans le business en fait, mais il y a aussi les micro-décisions du quotidien, les petites choses qui à la longue fait que le mois plus tard, tes semaines elles vont être surchargées parce que tu as plein de rendez-vous et d'obligations, sollicitations auxquelles tu n'as pas dit un petit non à un moment. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Structure, le podcast qui libère l'entrepreneur tout en décuplant le potentiel de croissance de son entreprise. Je suis Romain Collignon, le fondateur de Squared, et ce que je vous propose dans ce podcast, c'est de prendre part à une conversation. Une conversation où on est entre nous, avec mon équipe ou avec des invités triés sur le volet, pour vous partager toutes nos coulisses et où évidemment la structure, au service de la liberté et de la croissance de l'entrepreneur, ne sera jamais très loin. Alors, la conversation du jour, c'est la réponse à l'une de vos questions. Venez d'ailleurs me les poser sur Instagram ou sur LinkedIn, j'adore vous lire et j'adore vous répondre. Et en plus, ça me donne un très bon prétexte pour vous offrir des épisodes comme celui que vous vous apprêtez à écouter. Allez, c'est parti! Alors chez Squared et puis aussi chez Fractional, qui est cette nouvelle société où on place des COO à temps partagé aux côtés de nos CEO visionnaires, il y a une chose à laquelle on croit profondément, c'est que libérer l'entrepreneur, son temps, son énergie, son focus, c'est le chemin royal pour libérer tout le potentiel de croissance de sa boîte. Et dans cette philosophie, vous êtes pour moi, Gérald et Charlotte, deux superbes exemples. Donc rien que toi, Charlotte, et on en a parlé un peu dans le premier épisode, c'est que pour revendre Postadem, ça a impliqué que le fait que tu sois pas ou peu impliqué dedans. Et justement, c'est cette libération que tu as minutieusement orchestrée qui a été un facteur clé, même majeur dans la vente. Et puis, toi, Gérald, tu as eu l'opportunité de piloter plusieurs entreprises dans le passé. Alors aujourd'hui, tu mets ton focus sur ton écosystème entrepreneur, mais je te vois piloter la boîte avec beaucoup de sérénité. Tu as une large part aussi de ton quotidien sur des projets perso, que ce soit sportif, ton rôle de papa, etc. Donc je trouve que tous les deux, vous avez vraiment ces casquettes OK, on drive le business et en même temps, personnellement, on peut faire plein de choses. Alors moi, j'aimerais justement vous poser la question, c'est qu'est-ce que vous avez mis en place ou c'est quoi vos habitudes ou c'est quoi concrètement que vous avez mis en place, que vous faites pour être ou tout au moins être le moins possible indispensable dans votre business? C'est ça la question du jour. Yes. Bon, tu mets le doigt sur. C'est une quête, hein. Pour moi, on n'a jamais atteint ce truc-là. C'est une quête, moi, c'est aussi pour ça que j'avais rejoint tes programmes. C'était pour trouver justement une réponse à cette intention. Et aujourd'hui, tout simplement, j'accepte moins de projets, que ça soit à titre perso ou à titre pro, parce que j'ai compris que mon boulot dans la boîte, c'était de build, donc d'aller créer de nouvelles choses, d'aller faire un peu le futur. Et ça, c'est le truc que je peux pas déléguer. C'est-à-dire que l'idée de départ, on veut lancer un projet, là, je sais pas, on est tous les 3, on a envie de lancer un truc. Avant de pouvoir le confier à l'équipe, il faut d'abord qu'on pense la chose. J'allais dire structurer instinctivement, mais plutôt qu'on le pense, qu'on le build, qu'on fasse le côté archi et ensuite qu'on trouve un maître d'œuvre et ce maître d'œuvre, il va trouver les bons maçons, les bons charpentiers, les bons je sais pas quoi. Désolé, je connais pas grand-chose en bâtiment, mais et il va respecter nos plans. Mais le plan, on le délègue pas. D'ailleurs, quand on va chez l'archi, il bosse pas tout seul, hein. L'archi, on a des réunions avec lui, on avance et tout. Et donc je pense que c'est comme quand on bâtit une maison. Et en fait, j'ai compris que ça, si j'acceptais des projets, c'était une phase qui était obligatoire. J'étais goulot d'étranglement. Si je le faisais pas et que je le confiais à mon équipe, ça fonctionnait pas. Et si je passais du temps sur cette phase de conception, ça fonctionnait. Donc c'était juste un constat. Le run, je pense qu'on peut run énormément de projets dans notre organisation aujourd'hui. C'est-à-dire on peut les maintenir et faire en sorte qu'ils ne se dégradent pas et que même comme une boule de neige, leur, leur rendement grossisse. Mais par contre, le build, ça, je pense vraiment que c'est pas c'est difficilement délégable. Et donc voilà, donc c'est très certainement il y a très certainement des gens qui arrivent à le faire. Moi, j'y arrive pas. Donc j'ai pris ça en considération et donc voilà pourquoi aujourd'hui ça tourne à peu près parce qu'on fait très très peu de nouvelles choses en fait, tout Je simplement. crois que tu as cette image du build où la métaphore archi maître d'œuvre, je trouve ça très bien. Et puis
si on a cette comparaison justement sur la construction de maison et l'architecture, si on a la même dans le business, parce que parfois justement, on se dit qu'on doit tout faire, à la fois avoir les idées, à la fois construire le truc, à la fois le piloter, à la fois faire le run, et au final, bah, c'est hyper compliqué quand on a cette démarche-là, mais ok, ok, super première perspective. Ouais, et là-dessus, je voulais juste rajouter un point. Charlotte, tu le disais dans l'épisode précédent, tu disais en fait de remettre les mains dans le business, ça fait du bien. Et justement, build des trucs, ça fait vachement de bien. Et en fait, pour moi, c'est ça mon boulot. Entreprendre, c'est de build des choses. Et ça, j'ai pas envie de le déléguer. Donc déjà, j'ai la croyance que ça marche moins bien quand je le délègue, ce build. Je crois aussi que quand le run, si je m'en occupe moi, ça marche moins bien. Donc je sais ce qu'il faut que je délègue et je sais ce qu'il faut que je garde. Mais ça, c'est comme promener mon chien. Et genre, c'est à moi de m'en occuper, quoi. Ça fait partie de mon truc, quoi. Enfin, je sais pas, aller chercher mes gamins à l'école, promener mon chien et monter des projets. Bon, ben ouais, c'est ça ma vie. Et ça, je le délègue pas, quoi. Aussi, tout simplement. J'ai pas envie de le déléguer. Je kiffe trop ça. Et toi, Charlotte, de ton côté? Euh, En fait, je rejoins complètement Gérald sur ce qui a été dit là. Sur ce côté run, en fait, moi, la petite astuce que j'avais chez Postadem, quand on faisait des... Alors, je suis pas très réunion, hein, je suis pas un exemple de réunion carrée, etc. Mais pendant une certaine période, on avait les points hebdomadaires chaque semaine. Et en fait, jeu de mots de grande qualité. Et à ce moment-là, évidemment, on faisait la répartition des tâches dans l'équipe en fonction des projets sur lesquels bosser. Et le principe, c'était le qui fait quoi, mais ça n'intégrait pas l'option Charlotte, en fait. C'est-à-dire que dès qu'il y a un truc qui pouvait me revenir, j'ai dit, ok, bah, du coup, comment on va faire pour que ce soit pas moi qui le fasse? Et si je prenais, c'est parce que j'en avais envie, hein, comme l'histoire de promener le chien, c'était pas ça la tâche, hein, mais soit j'en avais envie, soit effectivement c'était plus un projet, soit c'était lié à mon réseau, soit effectivement c'était du build, mais tout le reste c'était systématique. Et en fait, je pense que oui, il y a le système macro qu'on met en place dans le business en fait, mais il y a aussi les micro-décisions du quotidien, les petites choses. Tu vois, comme quand on te propose un rendez-vous, tu dis oui ou non. C'est un mini truc, mais en fait c'est ça qui à la longue fait que le mois plus tard, tes semaines elles vont être surchargées parce que tu as plein de rendez-vous et d'obligations, sollicitations auxquelles tu n'as pas dit un petit non à un moment. Donc pour moi c'est vraiment dans ces micro-décisions et c'est ce que j'applique pour moi-même. En fait je dis non par défaut. Aux opportunités, aux échanges, aux dîners, à tout ce que tu veux, ma réponse par défaut est non. Ce qui fait que j'ai pas à utiliser d'espace mental pour me dire ah mais comment je vais dire non, c'est non en fait. Donc par contre si j'ai envie, que ça a du sens pour X ou Y raison, là je vais dire oui et là c'est cool. Et ça aide aussi énormément en fait à ce que les choses se passent de nous. Et après, dans le côté macro, c'est la vision de comment ce business tourne sans moi. Donc ça passe effectivement par même les systèmes de vente, tu vois. Je pense à des entrepreneurs dans notre secteur qui vont avoir un business qui repose sur un gros lancement avec du webinaire. Et en fait, si 80% du chiffre repose là-dessus, bah effectivement, c'est compliqué si l'âme, tu vois, du business et la figure du business n'est pas là. Donc comment tu fais évoluer le business model pour qu'il n'y ait plus besoin de toi? Par exemple, tu vois, sur Postadem, il y a plein de webinaires que je ne faisais pas moi, ce qui fait que finalement, si je ne suis pas, c'est pas grave, quoi. Même dans l'équipe, tu vois, le fait d'avoir, on parlait de ça, mais d'avoir aussi un bras droit, un vrai bras droit qui peut faire tourner le business quand tu y es pas. Donc voilà, là aussi, je sais pas dans quel niveau de détail on peut rentrer, mais l'idée, c'est à la fois le macro et le micro. Ça me fait plaisir que tu dises non et vous ayez tous les deux dire non en priorité. Moi, j'ai même une tâche sur Asana, mais c'est juste un truc que je vois tout le temps, où je liste tous les trucs auxquels j'ai dit non, parce que je peux aussi facilement dire oui. Et donc, c'est juste pour nourrir cette habitude de dire non. Charlotte, je suis très content qu'on enregistre ce podcast, ça veut dire que tu as dit oui. Ouais. mais ouais, c'est clair, c'est peut-être la première étape justement de dire non. Et moi, si je regarde chez Squared, c'est vrai que cette dernière année, il y avait 2 sujets sur lesquels j'étais encore fortement impliqué. C'était la partie marketing, comme tu le dis. Et on a fait ce rebranding Squared il y a maintenant quasiment 1 an. On a commencé à voir les fruits justement de me dissocier ma marque personnelle, même si c'est hyper important la marque personnelle pour diverses raisons, mais le dissocier du run du business, de la croissance du business. Donc ça a été le premier. Et aujourd'hui, en décembre, on a fait une Mastermind Week. Ce n'est pas moi qui ai fait le marketing. Alors oui, je l'ai livré, mais c'était juste du Zoom. Là, on a fait on est en Mastermind Tour. On signe toute la France avec les coachs. Je ne suis pas du tout dedans. C'est Squared. Alors oui, je suis dans l'idée. Oui, je suis dans l'orchestration, architecture, comme tu le dis, Gérald. Mais dans la livraison, non. C'est ce qui me permet d'enregistrer ce podcast avec vous d'ailleurs. Et après, il y avait aussi dans le produit Mastermind, c'est très dur de s'extraire. Mais là, on a réussi à
avec deux des collaborateurs à m'épauler à faire 80% du boulot, où là, avant, j'en faisais 100%. Et ça m'a libéré beaucoup de temps. Donc je pense que c'est vraiment ma vision, c'est de se dire, c'est vraiment même cette routine, comme se brosser les dents, c'est tous les trimestres. Alors pas se brosser les dents tous les trimestres, hein, mais la routine de Ah bon? d'avoir non, cette écologie. Vous comprenez plus de choses maintenant. Mais d'avoir tous les trimestres cette écologie, de se dire ok, où est-ce que je passe mon temps, etc. Et même des trucs aussi importants comme le produit ou le marketing, où pendant des années je me suis dit non mais c'est impossible de pouvoir sortir. Souvent ça demande des efforts effectivement structurels beaucoup plus conséquents, plus d'énergie à investir, mais c'est derrière une libération incroyable de temps et de focus. Donc là on est plus effectivement sur un côté macro, comme tu le disais Charlotte. Un truc qu'on a mis en place, nous, récemment, c'est une tâche hebdomadaire qu'on a appelée Vision Intégration Fit, que je reçois moi comme tâche. Et en gros, ça me pose la question de qu'est-ce que je trouve trop lent? Quelles sont les erreurs que j'ai constatées? Quels sont les succès? Et qu'est-ce qui me rend inconfortable? Ça me pose juste ces questions-là. 8 fois sur 10, je vais mettre RAS, voilà. Et de temps en temps, je vais mettre un truc qui me rend inconfortable ou que je trouve trop lent ou une erreur que j'ai constatée. Et il y en a également un autre dont je viens de me rappeler, c'est quel process faut créer ou améliorer. C'est la dernière case. Heu et en fait, ça me pose la question tous les vendredis, donc ça me fait une rétrospective sur la semaine, un peu comme on a dans le plan de 90 jours, on démarre par la rétrospective du trimestre passé. Là, c'est juste à la semaine, donc c'est frais, c'est chaud, c'est voilà. Et puis là, pour le coup, il y a les frustrations, elles sont encore aiguës à ce moment-là. Et en fait, je tag ensuite mon CTO, mon CMO et la COO de la boîte. Je les tag dans Notion et ça n'ouvre pas une conversation. C'est juste, ça leur dit: «Voilà, en ce moment, dans ma tête, il se passe ça». Et en fait, depuis qu'on a mis ça, donc il y en a, quand c'est un truc sensible, je reçois un petit message sur Slack en mode: «Ce serait bien qu'on en parle, peut-être qu'il y a ça à améliorer, peut-être». Bon, donc ça peut arriver, c'est déjà arrivé 3-4 fois en 1 an, mais c'est pas plus que ça. Et sinon, en fait, je vois que ça change réellement leur façon de se comporter professionnellement. S'il y a un truc qui me rend inconfortable, s'il y a un truc que je trouve trop lent, et cetera, et cetera. Et ça a vraiment, voilà, mais c'est pas une conversation, c'est juste, en ce moment, je me sens comme ça. Et depuis que j'ai mis ça en place, surtout que moi, j'étais plutôt du genre à incuber mon énervement, mes frustrations, et quand ça pète, c'était pas ouf, quoi. Et donc là, maintenant, en fait, c'est un peu comme chez le médecin, là, tu as tes battements, tu as des BPM cardiaques, moi, c'est un peu ça, quoi, l'analogie. Et ça a vraiment été, ça a pris 25 secondes à être mis en place, et c'est vraiment game changer dans l'organisation. Tu mets le doigt sur un truc hyper important, c'est le côté émotionnel. C'est-à-dire qu'on a tendance à rationaliser, incuber, etc. Puis, tu vois, 2 semaines après, le truc qui t'a énervé 2 semaines avant, là, tu dis c'est pas grave. Mais le truc, il revient, il revient, il revient. Et le fait de le capter chaque semaine, où finalement ça vient juste de se passer, voire même le jour J, tu le consignes, c'est game changer parce que l'émotion, elle est bien présente et si tu l'as pas traitée, elle va revenir. On a automatisé le fait aussi de récupérer tous ces feedbacks dans le plan de 90 jours. C'est très simple, hein, ça va les rechercher. Ça te fait un Et backlog. donc, du coup, on fait ouais, exactement. Et du coup, il y a des trucs, 90 jours après, ça te semble complètement débile. Mais il y en a d'autres, tu te dis: «Waouh, c'est revenu trop souvent». Donc il y a un truc là. Et là, on a mis le doigt sur un sujet. Puis ça évite d'avoir une sorte de ouais, de fuite en avant sur les problèmes, ou de faire l'autruche sur d'autres. Enfin, en tout cas, c'est vraiment game changer, et ça prend vraiment 25 secondes à remplir, quoi. C'est hyper simple. Ouais. Tu disais, Charlotte, tu parlais du bras droit. Moi, je pense que c'était le premier game changer il y a 5 ans. On parle de DG, d'intégrateur, d'avoir cette personne-là, qui est juste exceptionnelle, qui elle-même est soutenue par des systèmes, des process, qui sait recruter des équipes de A-players. En fait, c'est autant au départ, j'avais pas ça. Quand j'ai commencé à avoir, je me suis dit, en fait, maintenant, c'est un no-brainer. C'est-à-dire que je ne peux plus tolérer de ne pas avoir des A-players à tous les postes clés de la boîte. Je pense qu'on va en discuter de ça, des A-players. Mais pour moi, c'est ça, c'est de ne pas... Alors, c'est comme dire non. Dire non, c'est aussi savoir exiger d'avoir des gens juste incroyables autour de soi. Pour justement devenir dispensable dans le business. Et ça a été le cas pour toi, Charles, j'imagine, du coup, dans la vente de Postadem, ça a dû vachement rassurer le fait que t'es des bonnes personnes aux bonnes places. Oui, bien sûr, complètement. En fait, c'est le côté clé en main, c'est ça. Mais il faut aussi que ces bonnes personnes, elles puissent être remplacées. Parce que si tu as un business, ok, il dépend pas de toi, mais l'équipe qui est là, s'il y en a un qui saute, ça marche plus, c'est pas bon non plus. Tu vois, donc en fait, ce qui marche pour toi doit marcher aussi pour les autres. Et en fait, nous, on a été bien confrontés à ça, puisque justement, la bras droit de Postadem partait en congé mat au moment de la session.
Donc en fait, double challenge et ça s'est très bien passé parce que justement, ça a été anticipé, comme le fait que mon départ ait été anticipé. Je pense qu'il y a ça aussi, c'est que quand les équipes savent que à telle date, il y aura plus un tel, ben, tu mets tout ce qu'il faut en œuvre autour. Et c'est pour ça que c'est intéressant de toujours se dire, ben, si moi, à un moment, par choix ou parce que j'ai un pépin quelconque, j'y suis plus pendant quelques temps, est-ce que ça peut tourner ou pas? Tu vois, quand tu t'imagines, par exemple, les entrepreneurs qui arrivent jamais à prendre de vacances, moi, c'est un truc qui me rendrait dingue. Ouais, c'est ça. Mais si tu peux pas aujourd'hui caler 2 ou 3 semaines de vacances, et encore, c'est l'archi minimum dans ton planning, il y a quand même un truc qui va pas dans le système, quoi. Donc, tu peux partir du principe de, OK, si je prenais 1 mois ou 2 mois de vacances, même d'affilée, comment le business pourrait tourner? Ça, c'est tu vois, une super étude de cas aussi. En fait, c'est comme tout, c'est que quand tu réfléchis à un exit, même si tu ne vends pas au final, tout ce que tu auras pensé, structuré en prévision de ça aide. Il y a un excellent livre aussi là-dessus qui s'appelle The Imit de Michael Gerber, je ne sais pas comment prononcer son nom, où justement il en parle de ça, c'est de penser ton business comme si un jour il pouvait être franchisé. Ça ne veut pas dire que tu vas le faire, mais en fait en le pensant de cette façon-là, tu mets en place quelque chose qui est sain, qui est solide en fait à la base. Et donc la bras droit pour le coup, voilà, anticipation pour le congé mat, c'est du coup Aline, donc l'acquéreur, qui a recruté une bras droit temporaire pour le temps de l'absence de la principale. Et du coup, elles ont fait la passation entre elles et moi, j'ai absolument rien vu passer. Mais là, Élise est en congé mat, c'est Solène qui a repris. J'ai vu qu'il y avait des ventes qui s'étaient faites cette semaine. Enfin bref, elle gère quoi. Voilà. Parce qu'on n'a pas encore 100% fini l'administratif de la session, donc j'ai encore des accès, des choses comme ça, le temps que tout soit fini. Mais moi, je gère, c'est vraiment terminé pour moi opérationnellement. Et je vois les trucs qui tournent et je me dis, c'est fou quand même. J'ai touché à rien et ça tourne. Parce que ça a été prévu. J'étais même pas au courant de ce qui était vendu cette semaine. Et parce que nous, on a des campagnes hebdo. J'étais là, c'est bien, ça a bien vendu, c'est cool. Je souriais un peu bêtement pour ceux qui ont la vidéo. Quand tu parlais tout à l'heure de franchisé, j'ai lu Imis, mais du coup, pour le coup, ça, j'ai playbookisé la boîte après. En fait, je me suis mis au sport de combat il y a 1 an et demi. Et quand tu prends ton premier KO au sport de combat, tu dis waouh, en fait, je peux vite avoir, il peut vite m'arriver des séquelles. Et je me suis dit, attends, si demain tu fais un AVC ou tu fais un gros KO, il faut que tout soit écrit. Alors, je me suis dit sur le ton de la rigolade, parce que pour le coup, je m'entraîne avec mes 2 bras droits. Et donc j'aurais dit: «Les gars, il faut tout écrire parce qu'au rythme où ça va, en fait, la boîte elle va pas tourner». Et donc le 1er playbook a été fait par rapport à un KO au MMA, quoi. Donc voilà. Mais pas dans le but de franchiser, juste dans l'optique de prendre de nouveaux KO en sport de combat. Mais ça marche aussi. Moi, c'était dans l'optique de prendre des vacances, mais chacun son élément déclencheur, tu vois. Le principal, c'est de le faire, quoi. Ouais, vous mettez le doigt sur quelque chose, c'est que ça requiert ce travail-là. Il faut que le projet soit nourri, alors soit par quelque chose de positif, comme l'année sabbatique, on avait fait ça dans le mastermind une année, c'est dans 3 mois, tu pars 1 an en vacances sabbatiques, qu'est-ce que tu dois faire? Donc là, ok, c'est parce que je vais partir 1 an que je vais mettre en place les choses, ou alors j'ai un accident dans 3 mois, je suis KO, je me prends une droite. Pareil, et là, tu vois, parler de franchise, j'avais jamais pensé à ça. C'est si un jour, si dans 3 mois, je dois franchiser mon business, qu'est-ce que je dois mettre en place pour que le franchisé puisse déployer? Et au final, on met en place les mêmes actions. C'est ça qui est assez intéressant. Mais c'est nourri de manière très différente à l'origine, le projet. Ouais. Faut partir, je pense, de ce qui a du sens aussi, parce que si tu pars sur une perspective qui de toute façon ne fait pas sens pour toi, je vais donner un exemple, c'est qu'on en revient toujours en fait au sujet de mindset. Je sors là d'une immersion de groupe que j'ai faite et le nom c'est Business et Dolce Vita justement. Et il y en a qui viennent vraiment pour le côté très business, il y en a qui viennent plus pour le côté Dolce Vita. Tous évidemment ils ont un peu des deux, mais on sent qu'il y a un truc majeur, soit c'est là je veux de la croissance, soit je veux plus de Dolce Vita. Et en fait quand c'est je veux plus de Dolce Vita, y être moins, en fait, ça renvoie souvent à un truc mindset. Par exemple, je pense à une des participantes qui travaille énormément, qui ne comprend pas qu'on puisse bosser que 10 heures, 20 heures par semaine, ça lui semble lunaire. Et en fait, en creusant, ce qui se passe, c'est que si elle travaille moins, alors ça laisse de l'espace pour sa vie personnelle, notamment sa vie amoureuse, et en fait, elle ne veut pas aller voir ce qui s'y passe. Et c'est un truc super fréquent, et je pense que sur ces sujets, on aura beau connaître toute la théorie, lire ce genre de bouquins, si tu as un truc qui coince sur le fait d'y être moins, tu vois, ça peut être aussi, là je vais avoir quelqu'un en immersion individuelle, gros business, 1 million, mais il y a un truc de culpabilité si elle n'est pas en train de travailler par rapport à l'équipe. Et donc tu auras beau avoir tous les process de recrutement, de management que tu veux, si il y a un truc en toi qui coince, en fait tu ne le mettras absolument jamais en œuvre, quoi. Et donc qu'est-ce qui empêche aujourd'hui d'arriver à mettre en place ce genre de choses? Qu'est-ce qui a du sens? Et avec ça, là on peut vraiment avancer, mais je pense que ça part de là. Et comment on met de la lumière dessus?
justement en discutant avec toi, avec des coachs, etc. Ouais, coaching. Clairement, coaching. Je pense qu'une des premières questions à se poser quand on est dans ce genre de situation qui est récurrente, c'est en fait, si je suis dans cette situation, c'est qu'il y a une part de moi, qui est la plus importante, sinon je ne serais pas, qui désire être dans cette situation. C'est un peu challengeant quand on se dit, mais non, moi, c'est pas ce que je veux, je vous jure. Mais ok, c'est quelle part de moi? Et quel bénéfice inconscient j'ai à être dans cette situation aujourd'hui? Bah, par exemple, le bénéfice, c'est que j'ai pas de temps pour ma vie perso. Exemple que je donne, mais c'est l'idée en fait. Qu'est-ce que ça dit de moi quand je travaille énormément? Et d'aller en fait avec ce type de questions. Donc c'est plus une approche de coaching là pour le coup que de stratégie. Pour le coup, tout à l'heure, tu parlais de Julien Musi. Julien est très fort pour, justement, mettre le doigt sur, les bénéfices, les bénéfices des trucs négatifs qui nous arrivent dans la vie, et à travers la dépolarisation. Il y a Pierre David aussi qui fait ça, qui est un excellent coach. Je recommande, hein, d'ailleurs d'aller acheter leur bouquin et c'est exactement ça. Quel est le bénéfice derrière ce truc qui est pas cool, en fait, dans l'absolu, quoi. Comme se brosser les dents tous les 3 mois, tous les 6 mois, tous les 1 an. Aller se faire ausculter sur ces aspects coaching mindset, c'est une bonne habitude. Eh ben écoutez, merci. Je pense qu'on a fait un super tour. Effectivement, là, on reste sur du macro. On pourrait faire du micro sur chacun des aspects qu'on a eu l'occasion d'échanger dans cet épisode. Moi, ce que j'aimerais pour terminer l'épisode, c'est faire un petit partage d'actu. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans vos business, Charlotte? Eh ben, écoute, beaucoup de choses. Je pense que justement l'actu là, c'est intéressant, ça fait une bonne transition. C'est l'immersion qu'on va faire avec Julien Musi justement. On en a une ensemble, elle est 20-21 mars au moment où on enregistre. Et on est sur ce sujet-là de comment on a un business qui est à la fois profitable, revendable et épanouissant. C'est les trois critères sur lesquels on bosse. Et effectivement, l'actualité du moment, c'est de formaliser notre expertise par rapport à ça, avec à la fois, tu vois, cet angle mindset et coaching, et l'angle vraiment stratégique de comment tu as un business qui peut être revendu, même si tu ne cherches pas à le vendre, en tout cas qui peut tourner sans toi. Donc l'actualité du moment, c'est ça. Et du coup, je commence aussi à formaliser pas mal de choses par rapport à ce projet de livre, mais je vais vraiment travailler dessus au mois de mai. Je vais me faire un sprint de 2-3 semaines là, en Toscane pour avancer sur le plus gros du bouquin. J'avais fonctionné comme ça la dernière fois, parce que c'était pas en Toscane. Mais là, je compte refaire la même chose parce que je suis pas du tout multitâche. J'arrive pas à être sur plusieurs choses en même temps. Et du coup, si je suis sur le livre, je suis pas en train de développer d'autres trucs, quoi. Donc, quand j'écrirai mon livre, je serai pas en train de vendre des choses. Je serai focus là-dessus. Donc, voilà l'actualité de mon côté. Génial. Et toi, Gérald? Alors moi, je vais pas en Toscane, je suis à Flojag à côté de Saint-Émilion, mais j'arrive quand même à à bosser un peu. Non, nous dans nos différents programmes, on met vachement le doigt sur le marketing et sur la croissance et on se rend compte qu'on peut donner les meilleurs conseils possibles, les meilleures stratégies, recommander les meilleurs prestataires. Le nerf de la guerre, c'est la trésorerie, pour nos clients et donc on est en train de développer une solution pour justement apporter aux gens qui sont dans nos masterminds, qui sont dans nos bootcamps ou différents programmes, leur apporter une solution pour financer leurs dépenses publicitaires. Donc c'est un sujet hyper structurant parce qu'en fait, ça peut vraiment faire de nos programmes des ovnis parce que voilà, on apporte vraiment, on répond vraiment à une problématique et c'est aussi hyper challengeant parce qu'il y a plein de réglementa de enfin la réglementation, elle est très lourde, sur ces sujets-là. Donc les avocats bossent dessus. D'ailleurs, on a le même avocat avec Charlotte. Ils bossent C'est grâce à dessus, toi, hein, c'est toi qui me l'as recommandé. ouais, c'est le meilleur de toute façon. Donc ils bossent dessus, d'une manière assez intense et donc on est en train de bosser là-dessus et j'espère que pour, là, au moment où on enregistre, on est dans le premier trimestre 2024, qu'avant la fin du Q2, voilà, ça soit en place au moins pour quelques membres, des programmes, qu'on puisse le tester et donc voilà et l'idée, c'est de pouvoir, donc du coup, les accompagner, financièrement dans leurs dépenses marketing. Voilà. Top. Des projets qu'on va suivre minutieusement, c'est trop cool. C'est ça qui est chouette à discuter avec vous, c'est que c'est toujours tu vois, quand je t'entends, Charlotte, tu fais cette immersion avec Julien, pour moi, c'est un truc très innovant de faire des co-immersions sur des sujets divers. Quand je vois Gérald, tu regardes le plus gros pain de tes clients, c'est la trésor et c'est de manière créative, voir comment on peut financer ça. C'est des choses que j'apprécie énormément de discuter aussi avec vous. Parce que là, vous créez des standards d'industrie. On en reparlera dans 2-3 ans. Ça paraîtra normal, mais qui est-ce qui a été arpenté et taillé dans la jungle pour frayer le chemin? C'est des entrepreneurs comme vous. Eh bien, merci beaucoup pour ce deuxième épisode. On se retrouve pour un prochain.
Yes, merci à tous les deux. Merci.